Je reviendrai sur l'histoire de Mayotte parce que je crois que ça explique énormément à la fois des difficultés et des caractéristiques de cet archipel. On dit pour faire court que c'est une île, mais vous aurez compris d'après la carte qu'il y a deux îles en fait. Deux îles et d'autres îlots qui ne sont pas habités. La Grande Terre et la Petite Terre, c'est pas très original, qui sont reliés par ce qu'on appelle la barge. La barge, c'est un système de transport extrêmement rustique et très efficace. C'est-à-dire que toutes les demi-heures, il y a une barge qui part de Petite Terre et toutes les demi-heures, il y a une barge qui part de Grande Terre. Il y a deux barges qui se croisent au milieu d'un petit chenal qui fait à peu près un gros kilomètre de largeur et qui est le cordon ombilical qui relie Grande Terre et Petite Terre. Petite Terre, c'est tout petit, c'est très dense en population et c'est peuplé je dirais, c'est un petit peu moins misérable que Grande Terre. Et on y trouve aussi la préfecture et l'aéroport. Le premier hôpital de Mayotte, qui n'a plus réellement un standard hospitalier, mais qui est conservé notamment dans la perspective d'événements climatiques extrêmes, si Petite Terre et Grande Terre devaient être séparées l'une de l'autre, et des équipements ont été remis à niveau ces dernières années dans cette perspective. J'imagine que vous avez donné quelques éléments de positionnement géographique aussi. En fait, c'est quand même intéressant de s'en rendre compte. Pourquoi ? Parce que la distance entre la France métropolitaine et Mayotte, c'est 8000 km. Ça ne veut pas dire grand-chose. Évidemment, on ne se rend pas compte, on ne franchit pas ces distances tous les jours. Mais c'est suffisamment loin pour rendre très compliqué le fret, les circulations des êtres humains, etc. C'est également 1435 km entre La Réunion et Mayotte. Pourquoi est-ce que j'insiste ? Parce que La Réunion, c'est évidemment le territoire français le plus proche de Mayotte. Mayotte est située dans le canal du Mozambique, entre le Mozambique et Madagascar. Vous voyez la côte de l'Afrique, vous avez la Tanzanie, vous avez le Mozambique, vous avez l'Afrique du Sud, et de l'autre côté, vous avez Madagascar. Ce qui explique par exemple qu'il y ait très peu de risques cycloniques à Mayotte, alors qu'il y en a un majeur à La Réunion, de l'autre côté, parce qu'on n'est pas du même côté, évidemment, de Madagascar. Et donc, pourquoi est-ce que j'insiste sur cette distance entre Mayotte et La Réunion ? C'est que, évidemment, c'est pas si loin, mais c'est quand même la même distance que celle qui sépare Paris d'Alger, ou Besançon de Madrid. Et donc, ça fait des années, pendant des décennies, on a considéré qu'il était normal de confier pour l'essentiel à La Réunion, d'assurer le back-office et les services au profit de Mayotte, mais dans la réalité, ça ne peut pas fonctionner. Parce que culturellement, sur le plan de la population, sur le plan du niveau de vie, sur le plan du climat et de la géographie, on n'est pas du tout dans la même situation. Et au fil du temps, les inégalités de départ qui étaient déjà considérables se sont amplifiées au rythme de la gestion par la France et par la Réunion de la situation de Mayotte. J'y reviendrai parce que c'est quelque chose qui a motivé mon engagement à Mayotte à l'issue de la rédaction d'un rapport dont je vous reparlerai. Les relations de Mayotte avec son environnement, vous avez dû en dire quelques mots tout à l'heure, c'est que Mayotte, c'est le plus pauvre et de loin des départements français, mais c'est le plus riche territoire de l'océan Indien et du canal du Mozambique. Ça explique évidemment un bon nombre des difficultés ressenties par les Mahorais aujourd'hui. Avant de revenir sur l'histoire, qui explique comme beaucoup de choses, je voudrais aussi dire que dans le langage commun, on dit toujours les DOM, les départements d'outre-mer, comme si c'était homogène. Là, je vois Jean Gonneau au premier rang qui connaît merveilleusement bien Wallis et Futuna. Toi, Gérard, tu connais merveilleusement la Réunion. Mais on va rester sur les départements. Bon, il se trouve que mes missions antérieures ont fait que j'ai quand même pas mal tourné dans ces départements d'outre-mer. Pas parce que j'avais un goût particulier pour ça, mais parce qu'à l'IGAS, où j'étais fonctionnaire, on cherchait des gens qui étaient volontaires pour partir loin et longtemps, donc c'était plutôt les gens plus âgés qui n'avaient plus d'enfants à charge. Donc moi j'ai été volontaire, j'ai trouvé du goût, et puis je suis devenue quelque part une sorte de spécialiste des départements d'outre-mer à l'IGAS et au ministère de la Santé.
Mais pour moi, les choses sont assez claires. Quand on parle des DOM, on parle forcément de choses fausses. Parce qu'il y a 3 DOM riches et 2 DOM misérables. Parce qu'il y a, et donc, dans les riches, on va mettre la Guadeloupe et de la Martinique et la Réunion. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de pauvreté, ou de misère, ou d'exclusion dans ces territoires, mais ce n'est pas de la même ampleur, ce n'est pas de la même nature. Et puis, quand on met ensemble la Guyane et Mayotte, c'est pour des raisons de commodité. C'est les 2 plus pauvres, c'est les 2 qui n'arrivent pas à sortir de l'ornière du mal-développement. C'est aussi des territoires qui ont à peu près la même population. La Guyane et Mayotte, c'est à peu près la même population. Mais Mayotte, c'est sur 374 km². Et puis la Guyane, c'est sur, je ne sais plus combien, d'ailleurs j'ai dû le noter, c'est 84 000 km². Voilà. Donc la Guyane, c'est un territoire vide. Et Mayotte, c'est un territoire plus que plein. Plus que plein. Pourquoi ? Parce que vous avez... Mayotte, non seulement c'est tout petit, c'est donc une île verticale, voilà, en forme d'hippocampe, comme on dit. Les amoureux de Mayotte l'appellent l'île au parfum. Moi, j'ai jamais trouvé que ça sentait autre chose que les égouts et les déchets qui pourrissaient au soleil. Mais ça fait partie des choses qui continuent à me révolter. S'habituer à ça est une vue de l'esprit, mais imaginez aussi que ça puisse devenir une île dont le développement est fondé sur le tourisme, comme le prétendent certains membres du conseil départemental, aussi. Il y a tout un tas de problèmes à régler avant. Alors, cette île, elle est très caractéristique, elle est très particulière, d'abord parce que seule la bande littorale est réellement habitable. Au centre de Mayotte, vous avez des montagnes, avec un sol plutôt pauvre, parce qu'il a été mal exploité pendant des décennies. Et donc, on continue à avoir, par exemple, pour l'agriculture, des cultures on brûle, puis on replante de façon sauvage, de la banane, du manioc, des taros, etc. Mais c'est assez ingrat, on va dire c'est assez ingrat. Et donc, la population est concentrée sur la bande littorale et elle est concentrée sur l'est, dans la conurbation de Mamoudzou-Koungou. Vous avez pratiquement 50% de la population, sur quelques kilomètres carrés. On a une seule route qui fait le tour de Mayotte, c'est très long, très sinueux, etc. Et évidemment, elle est super encombrée. Tous les projets de transport en commun, en site propre, se sont fracassés sur le fait que l'habitat informel qui s'est construit partout rend à peu près impossible le fait d'évacuer des centaines ou des milliers de personnes pour y faire passer des routes. On en reparlera peut-être tout à l'heure. Donc évidemment, on fantasme un peu sur la possibilité de mettre en place des téléphériques, de mettre en place... il y a tout un tas de solutions tout aussi farfelues les unes que les autres qui ont été proposées, sans que des études techniques sérieuses aient jamais été conduites pour nous dire si c'est jouable ou pas. Je vais être super bavarde, alors vous me dites que vous en avez marre pour que les autres puissent en placer 3 quarts d'heure, 1 heure, quoi. 3 quarts d'heure. d'heure. Ça va aller, 3 quarts d'heure. Voilà. Mais vous commencerez à soupirer fort quand vous trouverez qu'il faut que j'aille vers la fin. Voilà. Alors, la population de Mayotte, c'est censé être 310 000 habitants à la fin de 2022. L'INSEE défend ardemment sa façon de calculer. Sauf que, je dirais qu'ils sont de bonne foi. Les gens qui sont là sont de bons professionnels qui essaient de bien faire. Sauf que depuis la départementalisation, mais j'y reviendrai peut-être via vos questions, on a eu un certain nombre de problèmes préalables à régler avant de savoir compter les gens. Je ne parle même pas de l'importante population qui est en situation irrégulière et qui n'a pas tendance à répondre spontanément aux agents du recensement. Mais par exemple, au moment de la départementalisation, le premier problème rencontré, ça a été le problème de l'état civil. Il n'y avait pas d'état civil consolidé. Et moi, je me suis rendu compte, par exemple, que la plupart de mes agents à l'ARS, ils étaient appelés par leurs collègues ou par les gens de leur village par des noms différents de celui que je leur connaissais. Et ça concerne pas, c'est pas du bricolage ou pour truander, c'était des noms vernaculaires, qui pouvaient évoluer au fil de leur vie. Comme Okuzaï, le peintre, il a changé de nom plusieurs fois en fonction de ses métiers, de ses lieux d'habitation, etc. Et donc à Mayotte, vous aviez par exemple la mère de Chirongui, que moi je connaissais sous le nom de Rukia Anima,
Eh bien, en fait, tout le monde l'appelait sous un autre nom et elle s'appelait pas Anima Ibrahima, mais Roukia, j'ai oublié son nom. Enfin bon, en tout cas, on met un peu de temps avant de comprendre. Deuxième chose, vous avez une mobilité très forte de la population. C'est-à-dire que, j'y reviendrai sans doute tout à l'heure en parlant du statut des femmes, mais par exemple, la polygamie concerne encore, je ne veux pas dire une écrasante majorité de familles, mais une bonne partie, je dirais qu'au moins une personne sur 4 est dans une situation de couple polygame. Parce que du coup, ce n'est pas un couple. Vous voyez de quoi je veux parler. Voilà. De famille polygame. Et alors, donc c'est facilité par des éléments d'organisation de la société mahoraise sur lesquels je vais revenir. Mais vous avez, évidemment, quand vous cherchez quelqu'un pour recenser, vous avez Monsieur Machin, il n'a pas d'adresse, Monsieur Machin. Monsieur Machin, il habite chez ses femmes qui sont en général dans des villages différents, qui habitent chez leurs parents. Voilà. Donc ça, c'est pas très simple. Troisième chose qui est compliquée, c'est effectivement l'absence d'adressage. Il n'y a pas d'adresse. Il n'y a qu'à Mamoudzou et à Kungu qu'il y a des noms de rues. Hein. Nulle part, il y a des numéros sur les maisons. Vous repérez les endroits où il y a de l'habitat parce que vous allez avoir des poteaux avec des boîtes aux lettres plus ou moins rustiques. Voilà. Et donc, c'est évidemment aggravé par l'habitat informel qui s'est constitué très rapidement au fil du temps. J'ai oublié de le dire, mais quand Mayotte devient département, devient française, au moment du référendum de 1976, il y a moins de 40 000 habitants à Mayotte. Donc on est sur un... Oui, je n'ai pas fini ma phrase sur la population. On est quasiment sur un facteur pratiquement 10 maintenant, en quelques années. Hein. Et donc le recensement, même si on fait bien, il n'est pas forcément exact. Ça a été aggravé par le fait que, contrairement à ce qui s'est fait dans les autres départements français, vous vous souvenez, on a eu un recensement par secteur sur 5 ans. Hein, et c'est comme ça maintenant. Et à Mayotte, ça n'a pas été possible, c'était pas prêt, etc., etc. Donc pendant quelques années, ça a bricolé. Donc maintenant, l'INSEE nous dit maintenant 310 000 habitants. C'est mieux que ce qu'il prétendait il y a encore 4-5 ans où il disait qu'on était autour de 250. Ça faisait rire tout le monde. Donc on a développé tout un tas d'outils pour essayer d'approcher la population réelle. La consommation de riz, par exemple. Mais bon, c'est forcément, on approche. Ou bien le nombre de consultations à l'hôpital, ou le nombre de naissances, ou le nombre d'enfants qui fréquentent les écoles. Ça permet d'évaluer un petit peu. Mais on se met d'accord, en général, entre les services de l'État, pas publiquement, le préfet ne dit pas on est 450 000, mais on se met d'accord sur le fait qu'on est plutôt au-dessus de 400 qu'au-dessus de 300. Voilà. Et la croissance de la population mahoraise, elle est de 3,8% par an depuis quelques années. Alors, quand on ne connaît pas grand-chose en maths, on se dit ça va. Ben non, ça ne va pas. Parce que ça veut dire qu'en 2050, on sera sur une population qui va dépasser 500 000 habitants, en partant des 300 000 de l'INSEE, hein, et qui approchera probablement les 600 000 ou 700 000 habitants, sur ce minuscule territoire où la densité est déjà supérieure à celle de la Belgique. Hein. Donc on est, et où il n'y a pas d'emploi, et où il n'y a pas de perspective de quitter le territoire pour beaucoup de personnes. On y reviendra aussi quand on parlera du statut des personnes qui sont aujourd'hui en situation irrégulière. Alors, ce qui est impressionnant, c'est que, en parlant de la croissance de la population, un Darmanin vous dirait que c'est lié à l'immigration clandestine, à la submersion par les Comoriens. Ben non. C'est l'essentiel de la croissance, elle est liée aux naissances. Hein, avec 4,9 enfants par femme en moyenne. Pas très différent selon que vous êtes comorienne ou mahoraise. Hein, pas très différent, pourquoi ? Parce qu'il y a à peu près 20 ans, il y a eu une très grosse campagne de communication et d'éducation familiale qui disait 1, 2, 3 basses, 1, 2, 3 basses, ça veut dire ça suffit. Et l'idée, ce n'était pas de pénaliser les gens qui voulaient faire des enfants, c'était de leur dire ne mettez au monde que les enfants que vous êtes sûr de pouvoir accompagner et pour lesquels vous êtes sûr de préparer un avenir correct. Et ça a très bien marché. Et depuis une dizaine d'années, il y a eu une sorte de retournement de la situation
qui conduit les Mahoraises à dire on ne va pas se laisser submerger par les Comoriens. Et donc, il y a de plus en plus de femmes très jeunes, Mahoraises, quand on leur demande ce qu'elles veulent faire, elles disent des enfants. Voilà. Donc c'est problématique quand même, hein, parce qu'il n'y a pas de projet économique ou d'avenir, enfin, c'est juste éviter de se laisser déborder. Donc quand on aura compris, alors moi quand je suis arrivée à l'ARS, j'avais évidemment l'ambition de remettre en place une campagne auprès des femmes et auprès des hommes aussi. Hein. Moi j'avais comme à l'ARS un homme de 64 ans qui ne voulait pas prendre sa retraite, parce que l'essentiel de son salaire était lié à son supplément familial, puisqu'il avait 27 enfants. Hein. Voilà. Donc c'est évidemment un peu compliqué. Donc je voulais mettre en place cette campagne de com qui a été totalement balayée par le Covid, hein, puisqu'on s'est retrouvé, on ne peut pas communiquer sur plein de sujets à la fois, etc. Alors, encore un mot sur... les chiffres, ils sont tous faux, donc j'hésite toujours à les donner, parce que les chiffres, ils sont fondés sur ce qu'on est capable de mesurer. Bon. Donc, on dit que 84% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté métropolitain. Sauf que ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Ce qui permet d'approcher un peu plus la réalité, c'est quel est le pourcentage de la population qui vit sous le seuil de pauvreté mahorais. C'est 1 sur 2 quand même. C'est 1 sur 2. Et une partie importante de la population vit de façon non monétaire. D'abord parce qu'il y a très peu d'allocations, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Il y a très peu d'allocations familiales, elles sont réservées aux gens qui sont en situation régulière. Il n'y a pas de RSA, il n'y a pas d'APL, il y a très peu d'accompagnement du chômage. Donc et en fait, on en reparlera peut-être aussi tout à l'heure, c'est-à-dire que les choix institutionnels qui ont été faits, d'un rattrapage dans le temps jusqu'en 2034, ont des conséquences évidemment sur les moyens des familles. Mais c'est une partie de la population vit de façon non monétaire ou avec très peu de ressources. Hein. Ils font les gros bataillons des gens qui travaillent dans les champs. Ils sont souvent invités à venir à Mayotte par des Mahorais qui n'ont pas beaucoup de scrupules. Moi, j'ai connu personnellement un cas d'une famille qui avait été dénoncée par un Mahorais, et la famille, elle a expliqué aux gendarmes que c'est le Mahorais qui lui avait payé son billet de son passage, qui l'avait fait venir officiellement pour des vacances, qui s'était porté garant du fait qu'il repartirait pour qu'il ait un visa pour venir. Donc la personne arrive avec sa famille, trouve une espèce de case en planche au fond du jardin, travaille dans l'entretien du champ, et quand il demande son salaire, le salaire c'était 100 € par mois, 100 € par mois, quand il demande son salaire, le Mahorais décroche son téléphone et appelle la gendarmerie pour dénoncer des personnes en situation irrégulière. Donc on est dans cette situation parfois à front renversé, où c'est pratiquement l'administration française qui va faire en sorte que les personnes les plus précaires ne soient pas totalement maltraitées. On n'est pas chez les bisounours, hein, il se passe des trucs ignobles aussi, et je n'hésiterai pas à vous en parler. Alors, un tiers de la population n'a pas accès à l'eau courante, et ça rejoint l'affaire de l'extension des bangas. C'est-à-dire que vous avez, on en parlera peut-être aussi de façon plus approfondie tout à l'heure, il y a une partie d'eau de surface, une partie d'eau souterraine, une partie de dessalement d'eau de mer, une partie d'eau stockée dans des réserves collinaires. Mais ce qui est frappant, c'est qu'évidemment, il n'y a pas d'adduction d'eau pour ces quartiers informels. Il n'y a pas d'adduction d'eau pour les quartiers pas informels, mais dans lesquels l'informel s'est installé. Exemple concret, il y a énormément de familles mahoraises qui vivent de la sous-location d'une partie de leur jardin, des familles comoriennes qui vont y construire un banga, qui vivent, quand on voit des photos de Mayotte, on voit toujours, par exemple, la plupart des maisons ont des fers à béton qui dépassent. C'est lié, alors au départ, c'est pour construire des appartements pour les filles de la famille, mais dans beaucoup de situations, c'est pour reloger pas cher des familles en situation irrégulière. Voilà. Donc, il n'y a pas de l'eau courante pour tout le monde, et les services de l'État avaient commencé à équiper, et j'ai poursuivi ce travail parce que je trouve que c'est vital, à équiper quelques-unes des communes en bornes fontaines monétiques. C'est des bornes fontaines
qui permettent, alors dans certains cas il y a des boutons poussoirs pour éviter qu'on arrose les bagnoles avec et pour être sûr qu'on va prendre l'eau dont on a besoin. Dans d'autres, il y a de l'eau qui coule de façon plus facile. Il y a souvent des personnes qui sont des médiateurs sur l'accès à l'eau et à l'hygiène qui sont à côté de ces bornes. Ça suscite une très très forte résistance désormais de la population mahoraise qui n'a pas du tout envie qu'on installe des bornes pour les Comoriens. Elles sont monétiques, donc beaucoup de ces bornes fonctionnent avec une carte magnétique. Vous mettez votre carte et vous avez de l'eau. Donc les gens payent l'eau et ils ne la payent pas au tarif des maisons raccordées de façon sauvage souvent sur des captages illégaux. Hein. Donc ça fait partie du durcissement de la population mahoraise ces dernières années. Alors, je voulais, avant de rentrer un peu dans le vif du sujet, vous avez beaucoup décrit les différentes étapes de la construction de Mayotte. Moi, je voulais redire un mot peut-être de l'intimité et de l'intensité des liens qui lient Mayotte aux Comores. D'abord, effectivement, pour l'ONU, Mayotte, c'est des îles de l'archipel des Comores. Point. Voilà. Et c'était aussi la position de la France avant le référendum, le double référendum, qui a permis effectivement aux Mahorais de confirmer qu'ils voulaient être français. Vous avez peut-être entendu parler des chatouilleuses, ces femmes qui harcelaient les représentants de l'État français qui étaient suspects de ne pas être suffisamment enthousiastes pour leur attachement de Mayotte à la France dans les années 70. Elles sont quand même très respectées. Bon, elles sont très vieilles maintenant et la plupart sont mortes, mais elles sont très respectées. Il y a une sorte de, comment dirais-je, de chanson de geste qui s'est créée autour de leur expérience et de leur militantisme. Et qui a permis de magnifier cette histoire. En fait, pourquoi est-ce que Mayotte n'a pas souhaité rejoindre les Comores ? D'abord parce qu'au fil de l'histoire, le colonisateur français et les sultans qui se sont succédés ont joué des divergences entre les îles. Ils se sont déjà beaucoup battus entre eux, les sultans, mais ils ont énormément joué des concurrences entre les îles. Et par exemple, on est passé dans les années 1880 de la prééminence de Madagascar. Il y avait un gouvernorat à Madagascar, à la prééminence de Moroni en Grande Comore, en laissant s'étriper les Anjouanais et les Mahorais, par exemple, qui ne se supportaient pas, et qui avaient une organisation de la société très différente. À Mayotte, on avait une organisation essentiellement familiale. À Anjouan, vous avez non seulement de l'esclavage, beaucoup, il y en a aussi à Mayotte, mais il y en a toujours à Anjouan, mais vous avez des familles nobles et des castes qui font que vous connaissez précisément votre positionnement dans la société. C'est en train de se casser un peu la figure, cette affaire-là, parce que pour un grand Comorien, de toute façon, un Anjouanais, il est suspect. Voilà. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup de personnes sont venues à Mayotte dans un esprit de, comment dirais-je, d'affrontement avec Anjouan. Les relations entre Anjouan et Mayotte, elles n'ont pas toujours été cool. Et en fait, on est dans une situation étrange où un bon nombre des grands élus de Mayotte, ils sont binationaux en fait. Le nouveau sénateur Saïd Omar Wali, qui est un macroniste fervent et qui est le maire de Dzaoudzi l'Abattoir, une des deux communes de Petite Terre depuis très longtemps, qui a été président du conseil général, etc., il a les deux passeports. Et il a une maison aux Comores. Et quand je lui dis, mais qu'est-ce que tu vas faire ? Il me dit, quand je serai vieux, j'habiterai aux Comores, mais je veux garder mon passeport français au cas où il y aurait une révolution ou une dictature aux Comores. Le député RPR de l'époque, devenu LR, Mansour Kamardine, qui est aujourd'hui le premier vice-président du CD, du conseil départemental, a aussi un passeport comorien dans la poche. Il n'est pas forcément cynique, il défend l'idée qu'il faut coopérer avec les Comores pour éviter que les populations comoriennes viennent à Mayotte, mais il se garde bien d'afficher sa double nationalité. Voilà. Enfin, les Mahorais le savent en même temps, mais ils sont très nombreux à être dans cette situation. Alors, pourquoi est-ce que les Mahorais voulaient devenir français ? À l'époque, parce qu'ils étaient en conflit avec Anjouan,
parce que la place des femmes aux Comores n'était pas aussi bien reconnue qu'à Mayotte, et parce que quand même, c'est ce qui prédomine quand vous discutez avec des Mahorais, et parce que être français, c'était une garantie contre la misère, la pauvreté, la corruption, le népotisme, etc. etc. C'est une protection imparfaite, hein, on va dire les choses. C'est pas parfait non plus à Mayotte. Alors, je serai amenée à dire à plusieurs reprises que je considère que la décision de Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur, de transformer Mayotte en département a été une sombre connerie, hein, qui continue jour après jour à peser sur les décisions qui sont prises à Mayotte. Pourquoi ? Parce qu'on part d'une société africaine, familiale, villageoise, et à laquelle on demande en quelques années de rattraper les standards de développement, l'organisation administrative, les façons de fonctionner françaises. Et c'est pas que les gens ne veulent pas, c'est qu'ils n'y comprennent absolument rien. Ils ne voient même pas ce que vous leur demandez. C'est quelque chose qui bouscule très profondément leur organisation. À ce stade, j'ai envie de dire quelques mots peut-être sur une dimension aussi qui est importante, qui est la place de l'islam dans la société mahoraise. Et après, peut-être dire aussi quelques mots de l'organisation des familles, parce que ça joue aussi plus largement sur la dynamique de développement de Mayotte. Sur la place de l'islam, donc l'islam au XIVe, XVe siècle, ça concerne des lettrés, des intellectuels. Alors certains, vous avez dû le détailler tout à l'heure, certains venus de la péninsule arabique, certains venus d'Afrique du Nord, à travers toute l'Afrique au fil des années, mais ça a peu d'impact sur une société qui est majoritairement une société bantoue, swahili, austronésienne, et qui est une société, comment dirais-je, d'esclaves. Hein. La plupart des habitants de Mayotte à cette époque-là, c'est des esclaves. Et l'islam va petit à petit s'installer, et aujourd'hui, c'est sans doute le point principal de l'identité de Mayotte. Donc, on décrit toujours un islam détendu, cool, c'est vrai. Il n'y a pas de menaces terroristes, il n'y a pas d'affrontements. Et à part peut-être quelques prédicateurs venus de Seine-Saint-Denis ou de la banlieue de Marseille qui se sont dit que c'était plus cool, qu'il y avait moins de contrôle à Mayotte, ce qui est vrai. Il y a quelques qui sont profs en général, ils demandent leur mutation comme prof et puis ils prêchent dans des mosquées. Et donc, à part quelques-uns, comme ça, je dirais que c'est un islam vraiment tranquille. Voilà. Mais par contre, ça encadre le moindre aspect de la vie. Tout est prévu et se passe dans un cadre conforme à l'islam mahorais. Alors, qui est-ce qui a de l'influence ? C'est pas tellement les cadis. Les cadis, c'était les juges de la justice qu'on appelait la justice indigène, quand on ne faisait pas attention aux mots, ou la justice cadiale avant la départementalisation. Pourquoi ? Parce qu'ils sont suspects, ils sont appointés par le département, leur rôle s'est réduit, il n'y a plus de système de justice traditionnel au fur et à mesure que de la départementalisation et de la transposition du droit français à Mayotte. Donc les cadis n'ont pas beaucoup d'influence, ils sont très peu éduqués aussi. Moi j'ai tenté pendant le Covid pour essayer de leur faire passer quelques messages de santé publique et c'était décevant. En revanche, les imams ont énormément d'influence et dans les communautés, les grandes familles. Les grandes familles, ce n'est pas forcément les gens les plus riches, mais c'est des gens implantés depuis longtemps et reconnus pour leur rigueur morale, leur souci des autres, etc. etc. Donc ils ont beaucoup de place à Mayotte. Sur la place de l'islam, ça joue énormément sur la situation des filles. Et là, je voudrais donc à ce stade vous dire quelques mots de l'organisation familiale. J'ai dit quelques mots déjà du fait que la polygamie restait endémique à Mayotte. Et en fait, elle est permise et amplifiée par le statut des femmes, d'une façon paradoxale. Ceux qui ne connaissent pas vont vous dire que c'est une société matriarcale. C'est pas vrai. Elle est matrilinéaire. C'est bien les mecs qui décident,
mais de façon plus larvée, plus prudente que dans d'autres endroits. La société matrilinéaire, ça veut dire que les enfants, c'est les enfants de leur mère. Et c'est ça qui facilite le fait, qui facilite la polygamie. Quand une fille devient adolescente, quand un garçon devient adolescent, il quitte la maison familiale. Traditionnellement, c'était ça. Maintenant que la scolarisation obligatoire, c'est jusqu'à 16 ans, c'est plus comme ça. Mais il quittait la maison familiale, il se construisait un banga en pneus, en planches et en tôle, et puis il vivait sa vie d'ado qui faisait des bêtises hors du regard de ses parents. Et il devenait un homme tout seul. Voilà. Et puis, le moment venu, et parce que les filles restent à la maison à la puberté, sous le contrôle de leur mère, du frère de leur mère, qui ne se prive pas forcément de prélever son dû au passage, hein, les filles restent dans la maison maternelle. Et on leur construit donc, un étage supplémentaire, fer à béton, tac tac, ou quelque chose dans le jardin, ou une maison à proximité si on en a les moyens. Et lors du mariage, c'est le mari qui rejoint la maison des parents, enfin des parents, de la mère de sa femme. Voilà. Et donc, c'est facile, c'est facile. Vous avez une femme, vous avez deux femmes, vous avez trois femmes. Vous n'avez pas de loyer, vous n'avez pas à assumer les responsabilités d'une maison. Vous faites le bourdon, là, qui va de maison en maison, en apportant un sac de riz ou un paquet de couches, selon les cas. Et les enfants ne vivent pas élevés par leur père. Voilà. Qui a quand même de l'influence. Mais sur l'influence, oui, bien comment. Je viens de temps en temps et tout le monde est pétrifié, s'arrête de respirer parce que papa est là, mais c'est pas quelqu'un qui assure l'éducation au quotidien. Voilà. Alors, j'ai dit que j'ai pas insisté assez sur le fait que c'était une société extraordinairement inégalitaire, à mes yeux. C'est-à-dire que vous avez... et c'est pas forcément parce qu'on se transmet des biens, ils sont souvent en indivision, on ne sait même pas où ils sont, enfin voilà, c'est un peu compliqué. Mais c'est l'essentiel de la richesse, c'est le fait d'avoir été fonctionnaire. C'est le fait d'avoir été fonctionnaire. Et donc, vous êtes fonctionnaire, vous vivez correctement, vous voyagez, vous avez une bonne comorienne que vous payez avec un lance-pierre, qui fait de longues journées, qui s'occupe de tout, de vos enfants, etc. etc. Et vous faites vivre tout un tas de gens de votre famille autour qui ne vont pas contester votre autorité. Voilà. Alors, pourquoi j'ai insisté beaucoup là-dessus? C'est parce que ça pèse sur le fonctionnement des institutions, des administrations, sur l'organisation de l'école, sur la façon dont les soins sont rendus à l'hôpital. Ça pèse sur le fonctionnement des services publics. Moi, j'ai eu l'occasion de le dire, parce que ce que je vous dis là, je le dirais de la même façon si Emma aurait été là, hein, parce que voilà. Voilà, il n'y a pas de souci. Donc, d'ailleurs, si je dis des conneries, vous pourrez le faire des commentaires aussi. Ça pèse énormément, pourquoi? Par exemple, au Conseil général, il y a eu plusieurs rapports qui ont montré qu'il y avait à peu près 3000 à 3500 emplois surnuméraires au Conseil général. Parce que c'est pratiquement impossible pour un élu, quand vous avez quelqu'un de votre village ou de votre famille qui vient, qui vous dit « je suis dans les ennuis, j'arrive pas à payer les études de mes gamins ou à envoyer ma femme se faire soigner ou je ne sais pas quoi », vous proposez un emploi. À la PMI, les services de PMI à Mayotte, vous avez 4 personnes à l'accueil et 4 personnes au secrétariat, etc. C'est lourd. Et les élus vous le disent, j'ai pas pu dire non, je ne peux pas. Donc l'État français dit, vous me demandez de l'argent en plus, mais réglez votre problème de masse salariale incroyable que vous promenez. En fait, ça s'aggrave pratiquement d'année après année, quoi. Voilà. Deuxièmement, ça joue énormément sur le fonctionnement des services publics. Moi, je ne fais pas partie des gens qui disent que les Mahorais sont feignants, pas du tout. Mais ce que j'ai constaté au fur et à mesure de mon travail, c'est que leur loyauté, elle va d'abord à leur famille, puis à leur village, et en tout dernier peut-être à leur employeur. Et d'ailleurs, il y a un terme qui désigne ça. Les administrations, les institutions, on dit c'est le circali. En gros, c'est pas nous, quoi. C'est pas nous, c'est les administrations. Comme si on ne se sentait pas concerné. Moi, j'avais par exemple au moment de la rentrée scolaire dans mon administration,
à une consommation effrénée. Alors il paraît que ça existait aussi comme ça dans les écoles autrefois en métropole, je ne sais pas, mais une consommation effrénée de matériel. Puis quand je faisais remarquer que ce n'était pas possible, parce que ce matériel il vient de métropole, qu'il est cher, que j'arrivais pas, voilà, il n'y avait plus une agrafeuse dans la boîte et plus une ramette de papier, on me disait mais de quoi tu te plains, c'est le Circali. Donc c'est pas toi, pas à toi que j'ai pris de l'argent, de quoi tu te plains. Voilà. Donc c'est pas vécu comme de la malhonnêteté du tout. C'est vécu comme on ne doit pas de loyauté particulière au Circali. Et puis les valeurs républicaines, le sens du service public, par exemple, ou le sens dit de l'intérêt général, ça reste quelque chose. Alors, je ne parle pas des administrateurs, des cadres A de mon administration, mais mes agents de la lutte antivectorielle, pour eux, c'est quelque chose d'assez distant. Déjà, ils ne parlent pas tous bien français. Et puis, ils ont été recrutés il y a 35 ans sur des bases très différentes d'aujourd'hui où on ne leur parlait pas du service public. Voilà. Bon. Alors, je me suis emmêlé les crayons absolument dans ce que je voulais vous dire. Je vérifie que sur l'histoire et les caractéristiques du territoire, voilà. Encore un petit quart d'heure. Encore un petit quart d'heure, c'est bon. Alors, j'avais dit aussi que, alors, au moment de la création du département, l'État s'est assez vite rendu compte du fait que, pour plein de raisons, il ne serait pas possible de transférer du jour au lendemain toutes les compétences dévolues au département en métropole. D'abord parce qu'il y avait très peu d'administrateurs et de cadres formés, capables de faire fonctionner ces services. Je pense notamment, par exemple, des cadres A, des administrateurs de la fonction publique territoriale, cadre A, il y en a 5 à Mayotte. 5, en tout. Qui ont presque tous fait aussi une carrière politique. Parce que quand vous avez été DG du département ou DG d'une grosse commune, la tentation est grande quand vous avez travaillé avec des élus qui n'avaient pas toujours le niveau de dire ça pourrait être mon tour. Hein. Voilà. Donc par exemple, le maire de Pamandzi, qui était administrateur territorial, il est devenu DGS des services du département avant de devenir directeur des services financiers de l'hôpital. Il est excellent, il est engagé. Voilà, mais donc c'est un peu, c'est pas du pantouflage, c'est des allers-retours entre des fonctions d'élus et des fonctions d'administration. Alors, j'évoquais ça, donc les transferts de compétences, ils ont été progressifs. Ils ont été aussi injustes qu'en métropole. C'est-à-dire que de la même façon que l'État a transféré des lycées en mauvais état en laissant les régions financer leur remise à niveau, on a transféré les services de PMI sur la base de la population présumée de la période et du nombre d'enfants non accompagnés de la période en 2011. Or, évidemment, le problème était beaucoup plus important que ça. Et donc, quand j'étais donc à l'ARS, j'ai demandé une mission de l'IGAS pour évaluer le montant du rattrapage nécessaire pour permettre au département d'assumer vraiment le service de PMI. Et ce qui s'est passé, c'est le département est constamment débordé par la démographie. Quand vous avez 30 enfants qui naissent tous les jours, c'est une classe tous les jours. Donc ça, tous les élus vont vous le dire. J'arrive pas à suivre. Dans les écoles primaires, ils n'arrivent pas à suivre. Les écoles, des fois, c'est des salles dans lesquelles il n'y a pas il n'y a même pas d'eau, il n'y a pas de toilette, voilà, parce qu'on a aménagé ça en vitesse, etc. Mais c'est aussi, donc il n'y a pas de cantine, donc les enfants, donc il y a des collations qui valent 20 centimes pour les enfants qui peuvent payer, puis ceux qui ne peuvent pas payer ne mangeaient pas, jusqu'à une époque très récente. Bon. Mais c'est pareil pour les collèges, c'est pareil pour les lycées. Donc collège et lycée, parce que le département de Mayotte est aussi une région, enfin exerce les compétences d'une région. Le département était absolument incapable de s'en occuper, donc c'est l'État qui a repris la main. Voilà. Ce mal développement, je me rends compte que j'oublie plein de trucs au passage, mais je n'arriverai pas à tout dire d'emblée, mais vous aurez compris que les Comoriens, ils ne sont pas tous en situation irrégulière. Hein. La moitié des Comoriens sont en situation régulière. Donc vous avez la moitié de la population, c'est des Comoriens, mais donc beaucoup sont en situation régulière. Donc beaucoup font des études, sont d'excellents, vont pas retourner en Kwassa ou sur la Maria Galanta aux Comores. Hein, voilà. Mais ce qui est certain, c'est que vous avez un système éducatif qui ne suit pas à tous les niveaux. C'est vrai pour les BTS, c'est vrai pour la fac. Moi, j'ai été scandalisée
quand j'ai appris, parce qu'à à la fac, on forme, bon, il y a des formations de biologie, etc., mais c'est surtout, on forme les enseignants. Voilà. Et donc, quand j'ai appris que le CAPES de Mayotte serait valable après 3 ou 4 ans, je crois, 3 ans, pour qui voudrait venir en métropole, vous n'allez pas apprécier que je le dise, mais j'ai trouvé ça scandaleux. Parce que le niveau des enseignants formés à Mayotte est pas bon. Et les étudiants qui viennent en métropole le savent. Moi, j'ai constaté ça à maintes reprises. J'ai recruté des gens. Sur le CV, c'était magnifique. Ouais, j'ai un master. Ok, c'est super. Bah oui, mais le gars qui n'a jamais quitté Mayotte et qui arrive avec un master, il n'a pas la moindre idée du niveau requis pour assumer ses responsabilités. Donc moi, j'ai beaucoup encouragé la mobilité. Je pense que les gens ils doivent avoir plusieurs expériences. Il ne faut pas rester coincé. Quand vous faites un master, que vous avez eu le même prof en première, en deuxième, en troisième, en quatrième, en cinquième année, bah, forcément, ça ne peut pas être magnifique. Mais c'est vrai un peu partout. Et les motivations pour faire des études, c'est souvent s'en aller. Je le dis, parce que c'est vrai. Je visite l'école d'infirmière un jour, et je vois donc ces jeunes femmes, et je leur dis, où est-ce que vous voyez dans 10 ans? Puis elles se mettent à rire en se regardant, voilà. Et puis je voyais qu'elles étaient gênées. Puis je leur dis, mais c'est quoi votre projet professionnel? Là, elles me disent toutes frontalement, se casser. Se casser. Pourquoi? Parce que je ne veux pas subir la pression au mariage et que je ne veux pas toute ma vie rendre une partie de mon salaire à ma mère. Voilà. Donc ça, c'est des choses qu'il faut prendre en compte aussi quand vous dites qu'il faut maoriser les emplois, par exemple. Il faut recruter autant que possible. Alors ça se fait aussi pas assez. La directrice de la caisse de sécurité sociale de Mayotte, jusqu'à il y a 2 ans, là, parce qu'elle est partie en mobilité, c'est une Mahoraise au niveau exceptionnel. Et qui fait un travail de formation continue de ses cadres et de ses équipes incroyable. Parce qu'elle est consciente de ça, qu'il faut hisser tout le monde à la hauteur des compétences qui vont être assumées. Et donc, sur les compétences, je n'ai pas fini. Il faut dire qu'au fil du temps, l'État a repris un certain nombre de compétences. Et parce qu'il était aussi déçu de la capacité des collectivités à les assumer. Ça a été le cas notamment en matière d'eau. La Société des eaux de Mayotte, ben, c'est les maires, hein, c'est toutes les communes qui sont ensemble dans la Société des eaux de Mayotte, hein, qui sont censées voter les budgets, le prix de l'eau, voter les programmes d'investissement, de travaux, d'assainissement, etc., etc. Puis en fait, ces élus, ils sont absolument capables d'organiser une manif pour dire on met l'État en demeure de faire les travaux qui relèvent de leurs propres compétences. Hein, voilà. Et pour lesquels l'État a souvent déjà payé 2 ou 3 fois. La retenue collinaire prévue, la 3e retenue collinaire prévue à Mayotte, l'État l'a déjà financée. Il a financé les études une première fois, puis une deuxième fois, et puis on a mobilisé les sous pour faire, et puis on s'est replié sur une autre solution qui était refaire une 2e usine de dessalement d'eau, puis on revient à la retenue collinaire, puis maintenant on sait qu'il faudrait faire les deux. Voilà, en attendant les années passent, on n'a pas fait. Moi, quand j'ai obtenu de Macron la décision de construire un 2e hôpital à Mayotte, j'ai obtenu l'argent. L'ancien président du conseil général qui souhaitait partir avec un coup d'éclat m'a dit on offre le terrain, donc dans sa commune évidemment. Donc on a identifié la parcelle, mais il se trouve qu'il y a 4 ou 5 propriétaires à exproprier pour faire une voie d'accès au nouvel hôpital correcte. Moi je suis partie à l'automne 2020, on est début 2024, c'est toujours pas fait. Voilà. Donc, j'insiste pas. 3 dossiers particuliers. Donc, l'impact de l'immigration comorienne. Ah oui, je voulais dire encore aussi autre chose sur l'organisation de la société. Dire qu'il ne faut pas qu'on utilise notre grille de lecture syndicale ou politique à Mayotte habituelle. De mon expérience, par exemple, le pire syndicat à Mayotte, c'est la CLDT. Il doit y avoir un paquet d'adhérents CLDT, je suis moi-même depuis 45 ans, donc voilà. Mais moi j'étais contente quand je suis qu'ils étaient majoritaires à l'hôpital, etc. Mais c'était terrible. C'était terrible dans le genre, je discute pas. Le premier indice qu'on veut discuter, c'est le préavis de grève et la violence, tout de suite, avant de discuter. Puis une fois que la violence s'est déclenchée,
pour y mettre un terme, on engage la discussion. Voilà. Pareil pour gauche-droite. Hein. Pareil pour gauche-droite. C'est-à-dire que vous avez peut-être vu que le parti qui arrive en tête systématiquement dans les élections nationales, c'est le Rassemblement national. Marine Le Pen vient ramasser les voix ou les signatures de maire tous les quelques années. Et quand je dis qu'elle arrive en tête, elle a 70% des voix aux dernières européennes quand même. Hein, voilà. Donc c'est quelque chose de terrible. Mais au niveau local, il n'y a aucune différence visible entre une liste de droite et une liste de gauche. Hein. Ça, je peux vous le dire. En tout cas, moi, j'ai jamais vu. Vous avez des gens de droite qui sont manifestement des humanistes attentifs. On a l'impression plutôt que c'est les opportunités de positionnement. Il n'y a encore personne sur ce parti-là. Je veux pas aller là parce que j'aime pas machin, parce que truc a mal parlé de moi à la mosquée. Tac, je me mets ailleurs, quoi. Voilà. Donc c'est assez étonnant. C'est vrai aussi pour les Verts, je le précise. Hein. Les Verts de Mayotte, ils sont bizarres. Voilà. Alors, donc je voulais, en 3 fois 5 minutes, dire un mot de l'impact de l'immigration comorienne. Donc j'ai parlé de l'ambivalence. J'ai dit qu'ils assurent essentiellement les travaux que personne ne veut assurer. Que beaucoup de Mahorais vivent de la location ou de la sous-location de gourbi. J'ai pas dit encore que Wambushu a été évidemment un désastre, puisque ça n'a réglé aucun problème, ça a juste déplacé des populations d'un endroit à un autre. Ceux qui sont mobiles, qui avaient les informations, de toute façon la plupart des gens qui étaient là ont de la famille, donc ont été... quand on a annoncé Wambushu, ils sont partis se mettre l'opération de Darmanin pour détruire les bidonvilles. Ah oui. Voilà. D'ailleurs, Wambushu, ça veut dire reprise en main en swahili. Donc, ça me fait penser à réarmer là. C'est ça le concept. Voilà. Et donc. Wambushu, vous avez effectivement des bidonvilles incroyables, dangereux, insalubres. Par exemple, sur la colline de Kaweni, vous aviez un énorme bidonville qui montait le long de la montagne, que les femmes remontaient le long de ce sentier avec les gamins, les bébés, les gamelles et les courses. Mais il y a de l'électricité, parce qu'on finit par tirer des fils depuis la route, etc. Mais il n'y a pas d'eau, mais les gens sont ultra propres. Il faut voir dans la rue, sur les sentiers en terre, les bassines, les mamans qui font le bain de leurs ouailles, etc. La façon dont les gosses arrivent à l'école, ils sont nickel, alors qu'ils ont souvent marché 3 ou 4 km sur des sentiers en terre, sous la pluie et tout ça. Donc voilà, c'est impressionnant. Mais surtout, tous ceux qui pouvaient aller ailleurs ou qui ont été prévenus sont partis. Il est resté les vieux, les femmes au bord d'accoucher, celles qui s'occupaient d'une personne malade, etc. Évidemment, les délinquants qu'on prétendait traquer, ça fait belle lurette qui s'étaient repliés au cœur de Mayotte. Bon. Donc voilà. Un mot sur la crise de l'eau. La crise de l'eau, les rivières de surface sont asséchées une bonne partie de l'année. Elles sont polluées parce que beaucoup de personnes font des activités qui ne permettent pas de garantir la qualité de l'eau. Ça peut être aussi bien de la pollution par du bétail, le lavage du linge, etc. etc. La toilette, il y a encore des gens qui se lavent dans ces rivières polluées, etc. Donc, ce n'est pas une ressource considérable pour assurer l'alimentation en eau. Donc, on a, au fil du temps, fait des forages dans le sous-sol de Mayotte. Ce n'est pas idéal parce que ce n'est pas d'un rendement très important. Et on arrive vite à de l'eau saumâtre, en fait. Et puis, donc, il y a une usine de dessalement à petite terre et 2 retenues collinaires dont le niveau est extraordinairement bas depuis plusieurs années. Ce qui fait que quand on pompe de la boue et puis on abîme les filtres. Et puis voilà, donc c'est assez compliqué. Le sous-investissement a été massif et les solutions imaginées par l'État pour y remédier tardivement, parce qu'on a attendu que la crise soit à l'acmé et que les gens soient furieux pour trouver des solutions, c'est de distribuer des bouteilles en plastique. Donc ça va, au fil du temps, quand même 300 000 bouteilles en plastique tous les jours qui sont distribuées. Ça veut dire qu'au fil du temps, on va les retrouver dans les rivières, dans la mer, dans le lagon, et dans les décharges qui ne sont déjà pas brillantes, vous l'imaginez. Un mot sur la violence.
c'est quelque chose on ne parle que de ça. Quand vous entendez parler de Mayotte sur une télé, on va vous parler essentiellement de la violence. Il n'y a pas de gêne de la violence à Mayotte, hein, mais elle est en effet endémique. C'est de la violence sociale, elle est très forte, hein, elle est très forte. Et le sentiment d'abandon et le sentiment d'injustice qui s'empare d'une partie de la population ne fait que l'alimenter. Elle est physique, elle a évolué beaucoup au fil du temps. Quand j'ai commencé à m'intéresser à Mayotte il y a une petite dizaine d'années, c'était essentiellement des caillassages. On envoyait des cailloux sur les pare-brises des voitures, des gendarmes, des pompiers, des ambulances, etc. On pouvait éventuellement mettre en place des barrages sur les routes. Alors, je l'ai vécu. Moi, une des premières fois où je suis allée à Mayotte, on me dit qu'il ne faut pas passer par cette route-là le soir parce qu'il y a des bandes de gamins qui font des barrages. Puis évidemment, je suis plus maligne que tout le monde, donc je fais quand même. Je prends cette route. C'est à Baïbé, là, parce qu'il y a des Mahorais, ils vont voir que j'avais pas raison. Donc je prends cette route et il y a effectivement un barrage. Puis je vois que c'est des petits ados. Donc à l'époque, ça ne m'impressionne pas. Aujourd'hui, j'aurais plus peur. Et puis ils me disent qu'ils veulent des sous. Et puis j'avais mon lit de poche, et puis j'avais une ou deux pièces de 2 euros. Donc j'ai dû leur donner 2 pièces de 2 euros, ils m'ont laissé passer. Je ne pense pas que ça pourrait arriver aujourd'hui. Aujourd'hui, j'aurais un coup de machette et on m'arracherait mon sac, et voilà. Donc, les agressions physiques, ça ne concerne pas que les gens qui ont les riches. Moi, j'ai ma secrétaire, quand j'étais à l'ARS de Mayotte, qui a 55 ans, un peu forte, une mère de famille nombreuse, qui se fait tirer de sa voiture, arracher son sac à main, et pour solde de tout compte, les gamins ont saccagé sa bagnole. Bon. Donc, je ne sais pas si ce qui l'a le plus mortifié, c'était d'avoir été tiré physiquement ou s'être fait prendre son sac. Je pense que l'humiliation était plus importante que le préjudice. Voilà. Mais depuis pas mal de temps, il y a des actes d'une violence insensée, inouïe. À côté du lycée, il y avait une boulangerie, enfin du lycée Bamana, au centre de Mamoudzou. Il y avait une boulangerie et un élève qui allait acheter un petit pain a reçu un coup une paire de ciseaux dans le cou, là, et il est mort, hein, il est mort. Et j'ai vu la diapo, enfin la radio plutôt, et la paire de ciseaux, elle est enfoncée jusqu'à la garde dans son cou, voilà, par un camarade de classe. Le petit beau-frère de mon directeur de la prévention et de la santé publique est mort. Après que sa mère lui ait fait remarquer qu'elle avait demandé depuis 15 jours qu'il change l'ampoule de la cuisine. Donc il a traversé la rue pour aller emprunter l'escabeau d'un voisin. Et quand il revenait avec l'escabeau sur le dos, il a été arrêté par une horde de jeunes qui lui ont coupé le cou. Voilà. Il est mort tout de suite, voilà, en plein jour, dans un village tranquille. Voilà. Donc, pourquoi cette violence sans motif, hein. Beaucoup invoquent les drogues, la chimique, mais je ne trouve pas que ce soit une bonne explication pour tous ces actes de violence. Le lycéen ou la bande, etc., c'était pas la chimique, c'était le fait que des jeunes se chauffent les uns les autres, voilà, et se livrent à des actes de violence où ils sont assez fiers, ils en parlent. Il y a des combats traditionnels, le Mouringué ou ça ressemble un peu au MMA, hein, enfin bon, c'est pour ceux que il va hurler le Mahorais quand il va dire ça, mais ça ressemble un peu quand même, voilà. C'est un combat à main nue, assez ritualisé. Il y a des combats de chiens, il y a des oppositions entre villages, et tout ça, mais c'est pas du folklore, il y a quelque chose qui se passe, qui est assez grave, qui est assez profond au sein de la société mahoraise. Est-ce que c'est le fait des étrangers ? Ben, oui ou non ? Oui, parce que comme la moitié de la population est étrangère, forcément, il y en a dans le tas. Donc c'est inévitable. Et à la prison de Majicavo, il y a bien la moitié de Comoriens, ou même un peu plus. Mais pas seulement. Et le préfet est le premier à dire que les Mahorais ne laissent pas leur part aux chiens, pour ce qui concerne la délinquance violente. Et puis, comment dirais-je,
dernier point sur cette affaire de violence, j'ai oublié de parler tout à l'heure des enfants isolés, des mineurs isolés. Je vous invite à lire, il y a une série d'articles sur Mayotte qui ont été écrits par un journaliste qui est écrit dans Le Monde, qui s'appelle Grégoire Marot. En fait, il est à Mayotte depuis des années et il connaît très très bien. Et donc ces articles racontent de façon très approfondie et de façon très juste, je trouve, ce qui se passe à Mayotte. Il est lui-même marié à une Mahoraise, il a des enfants mahorais, il ne va pas quitter Mayotte. Mais il insiste sur le fait que les enfants livrés à eux-mêmes ne sont pas des enfants abandonnés. C'est-à-dire que vous avez une organisation familiale qui est une organisation africaine, qui n'est pas une organisation... c'est pas le couple nucléaire français qui s'occupe ou pas de ses enfants. C'est donc un parent qui doit retourner quelques semaines aux Comores pour s'occuper d'une personne âgée, ou qui est renvoyé après avoir été arrêté par la PAF, il ne se dit pas « j'abandonne mon gamin ». Il confie son gamin à une tante, une cousine, quelqu'un du même village, etc., qui se sent la responsabilité morale de s'en occuper, jusqu'à ce que l'enfant commence à faire des conneries. Et là, évidemment, il se met à découcher, à plus être là, voilà. Et comment ? C'est pas comme ça ? Excusez-moi, j'ai un truc à vous dire. Allez-y. Vous êtes là en train de parler que le fait que la PAF, ils sont là, ils arrêtent nos mères à nous, à Mayotte et tout, mais vous ne parlez pas que la maman, elle, quand il prend le bateau et tout pour revenir à Mayotte et tout, quand il prend le bateau, il revient à Mayotte et tout, il meurt au milieu de la plage. Justement, ces articles, ils expliquent ça, monsieur. Oui, voilà. Justement, quand la PAF ou quand la PAF ou la gendarmerie ils sont au courant de tout ça et tout, ils ne se remettent pas en question et tout, qu'ils se disent et tout qu'il faut qu'ils arrêtent de faire ce genre de trucs et tout, de prendre des enjoignés, de prendre des enjoignés et de prendre... d'arrêter des gens et tout et de les jeter dans un pays qui ne nous ont même pas appartient et tout. Alors, en fait, j'avais choisi de ne pas parler beaucoup de ça dans mon intervention de départ, parce que j'étais certaine que c'est des questions qui allaient venir, puisque c'est sous cet angle-là que nous, ici, on l'aborde. Donc je vous remercie. Les articles du Monde dont j'ai parlé, ils décrivent très bien ça. La façon dont les gens n'ont pas le choix, doivent franchir la mer. La façon dont les visas baladures conduisent à la mort des centaines ou des milliers de personnes. Et je pourrais être intarissable là-dessus. Je vous donnerai des éléments encore au fil des questions. Mais par exemple, il y a eu une époque, parce que les passeurs s'adaptent aussi à l'évolution des moyens de la France. Hein. C'est-à-dire que il y a eu une époque, par exemple, où il y avait 2 malheureux bateaux français qui faisaient des ronds dans l'eau dans le passage. Donc, beaucoup de Kwassa arrivaient à passer. Puis la France, elle a augmenté le nombre de ces bateaux. Donc maintenant, vous avez les douanes, la gendarmerie, la police de l'air et des frontières, etc. La gendarmerie maritime, il y a au moins 7 ou 8 bateaux qui patrouillent. Du coup, les passeurs, ils se sont adaptés aussi. Ils n'envoient plus jamais un Kwassa tout seul. Ils essaient de saturer le dispositif en envoyant beaucoup. Et par exemple, moi, je l'ai vécu parce que les Kwassa, c'est les bateaux. Je l'ai pas vécu moi, hein. Oui. C'est les bateaux. J'ai jamais été amenée à franchir la mer avec un Kwassa. Mais j'avais des agents qui étaient dans cette situation, par exemple des agents mahorais dont le compagnon ou la compagne était en situation irrégulière, par exemple. Donc, en fait, on leur disait, ok. Au départ d'Oujani ou de Mrimani, tu vas payer dans Jouan, tu vas payer 300 €, mais tu as une garantie de résultat. C'est-à-dire que tu payes tes 300 €, tu sais que tu risques de te faire arrêter, tu vas être envoyé dans la foulée par le Maria Galanta, mais t'inquiète pas, tu pourras repasser sans repayer 300 €. Alors, ça, ça doit évoluer aussi. Si vous voulez voyager dans des Kwassa moins chargés, avec des malades, par exemple les Kwassa sanitaires, c'est beaucoup plus cher que 300 €. J'ai entendu parler de 1 000 €, 1 200 €. Hein. Et effectivement, selon les saisons, selon les vents, selon
Un Quassa, ce n'est pas un bateau stable, hein, c'est un bateau qui bouge sur les vagues. Et donc, selon les saisons, vous avez des morts. Et les cadavres qui arrivent des fois sur les plages de Mayotte. Voilà. Et qui sont enterrés dans un carré spécial au cimetière musulman de Doujani, je crois. Voilà.